Aimez-vous la campagne, ces petits villages fleuris, ces champs, ces églises, ces bals populaires? Crépole, petite bourgade d'environ 500 âmes. Vous connaissez les faits. Un des jeunes gens du village est mort, victime innocente de la furie imbécile de personnes qui, semble-t-il, sont l'objet de la politique d'inclusion chère à nos gouvernants. Bien sûr, pour le gouvernement et la classe médiatique, c'est un fait divers. Pas de minute de silence à l'Assemblée, pas de marche dans les rues de Paris, à la Naël, pas de marche d'ailleurs interdite à Lyon, pas d'émotion médiatisée. Non, et surtout pas d'amalgame. La Première ministre a condamné toute récupération politique. Circuler citoyens, il n'y a rien à voir. Cette horrible histoire illustre la situation que nous vivons au quotidien, ce lamentable échec de ce que l'on appelle la société ouverte, inclusive, et met en évidence l'impossible vivre ensemble de deux France inconciliables, je reprends une expression de M. Rioufol sur une antenne amie. Elle suffit à illustrer les incohérences et les stupidités de cette monstrueuse lubie politique appelée inclusion, l'inclusion, thème de ce colloque. Au carrefour de l'horloge, nous pensons que l'idée doit précéder la parole et que la parole doit précéder l'action. Cet ordre est nécessaire pour toute politique cohérente, réaliste et efficace. Eh bien, dans notre société d'aujourd'hui, il semble bien que nous soyons les seuls. C'est la parole qui prime dans cet univers de réseaux sociaux, de gazouillis, de suiveurs, de boucs émissaires, ou je ne sais pas comment on dit, de Facebook et autres jouets. À défaut de penser, il faut dire. Et à défaut de faire, il faut parler. À la pensée, on préfère le slogan qui rend les choses si simples et qui donne l'impression à tous d'être égal à le mot suprême, en intelligence à tous les autres. Ainsi, les slogans dominent le monde. Qui ne se souvient pas de Panzani? Oui, des pâtes, oui, mais des Panzani. Qui a oublié la force tranquille de Mitterrand? Qui a oublié le changement, c'est maintenant Hollande? La France forte, Sarkozy. Remettre la France en ordre, Macron. Les slogans, qu'ils soient commerciaux ou politiques, sont en quelque sorte les mantras de nos sociétés contemporaines. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est donc qu'un mantra? Vous vous souvenez, peut-être, je parle de ceux des gens de mon âge, pas de la jeunesse qui est présente heureusement plus nombreuse aujourd'hui, d'avoir vu jadis déambuler dans nos rues des jeunes gens habillés en sari, cheveux longs, psalmodiant Hare Krishna. C'était un mantra. Il s'agit du mot sanskrit qui signifie « instrument de la pensée ». Dans l'hindouisme ou le bouddhisme, c'est une syllabe ou une phrase sacrée dotée d'un pouvoir spirituel. Dans mantra, il y a le man, qui est relié étymologiquement à homme, humain, femme et esprit. Tra est un instrument de l'esprit qui vous transporte au-delà de l'esprit jusqu'à sa source, qui est la conscience. Un mantra est généralement enraciné dans les écrits spirituels ou religieux et ne peut être changé ou altéré. Voici quelques exemples concrets de mantras utilisés en méditation. Je suis calme, je suis en paix, je vainc mes peurs. On pourrait facilement y ajouter « Je veux inclure tous les hommes dans un monde sans frontières ». C'est bien rythmé, ça peut se psalmodier. Essayez, vous verrez. Il est vrai que pour la petite coterie qui nous gouverne, qui inculque, qui désinforme les millions de Français en quête de vérité, l'ennemi principal, c'est la différence, la discrimination. En un mot, la frontière. La frontière physique, bien sûr, celle qui devrait fermer nos portes aux indésirables de toute nature. Mais aussi la frontière morale qui sépare, qui catégorise, qui interdit, qui définit, qui reconnaît ou pas les siens, en un mot, qui n'hésite pas à exclure. Voilà, le mot diabolique est prononcé, exclure. Et là, je demande 10 secondes, je vais prendre un verre, s'il vous plaît, parce que j'ai la hausse. Il y a environ 35 ans, la pensée unique s'est fixée une ligne de conduite qu'elle a psalmodiée comme un mantra. Lutter contre l'exclusion, source de tous les maux de la société, obstacle au progrès, au vivre ensemble, harmonieux.
Le gourou de ce mantra d'alors était René Lenoir, inspecteur des finances au Grand Cœur, qui publia en 1974 « Un Français sur 10, les exclus ». Il a particulièrement bien réussi son entreprise dans le discours. Le refus de l'exclusion, virus intellectuel particulièrement infectieux, a rapidement contaminé la classe politique et d'abord à gauche. François Mitterrand demandait par exemple que les immigrés illégaux qui vivent sur le territoire français ne soient plus expulsables et que s'ils étaient délinquants, ils ne subissent pas une exclusion supplémentaire. Puis, traitant des autres formes d'exclusion, il parlait, dans la société française, il évoquait le chômage, l'éducation, le logement, la maladie, sans oublier la pauvreté. Très vite, le virus de l'exclusion s'est répandu, a débordé la gauche et a envenimé les autres partis politiques, au point qu'en mai 1994, Philippe Séguin fixait à la convention du RPR comme priorité de la politique française, tenez-vous bien, l'exclusion zéro, déclarant au peuple de dire s'il est prêt à s'engager contre le combat contre l'exclusion. Ce fut à qui combattit le plus l'exclusion dans les mots, jusque dans la préparation du 9e plan, où elle est apparue comme une priorité. L'utopie égalitaire, ce vieux démon de notre société française, avait trouvé son cheval de Troie. Toute exclusion était un crime contre l'égalité et, à ce titre, condamnable. L'État, les collectivités, les religions, les philosophes, tous devaient lutter contre l'exclusion. Le journaliste et écrivain Jean-François Revel, écœuré, avait dans la revue Le Point du 16 avril 1994 dénoncé les obsédés de l'exclusion qui se mettent à voir de l'hitlérisme partout, et il déplorait la croisade contre l'exclusion, ce concept fourre-tout, asile de la non-pensée. En février 1990, il y a donc aujourd'hui plus de 30 ans, comme l'a souligné tout à l'heure notre cher président, le club de l'horloge, qui est devenu le carrefour de l'horloge, décidait de s'emparer de cette hystérie mentale et verbale et réunissait des universitaires et des penseurs politiques dans un colloque consacré à l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire, dont vous pourrez vous procurer les actes ici même. Évidemment, je fais de la pub, pas pour moi, puisque moi, il y a mon nom dessus, mais c'est les actes du colloque. Ce colloque a mis en lumière les temples principaux où était rendu ce culte toxique. Feu notre président d'alors, Yves Amblot, traitait de la propagande, si vous préférez de l'information. Michel Geoffroy de la morale, Feu Bertrand Le Ménissier, mon ami personnel, des nécessaires discriminations, Michel Leroy de la religion, votre serviteur de la sécurité, Charles Béchet de l'économie et Henri de Lesquen de la grande fresque des inégalités, donc de toutes les facettes de la vie sociale. Nous y avons mis en évidence que le mantra du refus de l'exclusion n'était qu'une version de l'utopie égalitaire, laquelle est l'invariant absolu du socialisme. Lisez notre livre. Vous y trouverez le préquel, puisque nous parlons d'Avatar, autant y aller carrément. Vous y trouverez le préquel de cette prison de la pensée dans laquelle nous nous sommes enfermés. Aujourd'hui, avec le recul, force est de constater que ce mantra n'a pas vraiment eu d'effet sur le bon peuple. Alain Fourest, dans un blog de Mediapart, donc peu suspect de droitisme excessif, faisait en octobre 2015 un constat plutôt pessimiste. Je cite : « Au début des années 80, avec l'augmentation du chômage et notamment du chômage de longue durée, la notion d'exclusion désigne une nouvelle pauvreté que les politiques sociales érigées après la Seconde Guerre mondiale ne parviennent pas à juguler. L'exclusion étant à la fois un processus et un état, nécessite un traitement global et permanent de la pauvreté et de la précarité économique et sociale. » Et M. Forest citait les mesures prises, le RSA, le DALO, vous savez, le droit au logement, et la CMU. Mais il fait aussi le constat, je cite toujours, d'une réalité, comme il dit, toujours plus inquiétante. Pour tenter de comprendre ce qui apparaît comme un échec des politiques publiques, écrit-il, ces politiques ne prennent pas toujours en compte la complexité du processus d'exclusion qui recouvre certes une insuffisance des ressources, mais aussi et peut-être surtout de la part des exclus économiques, un sentiment de rejet, de mise à l'écart. Au fil des années, poursuit-il, de crise en crise, de gouvernement en gouvernement, de ministre en ministre, cette politique est trop souvent devenue une suite de vœux pieux et de programmes technocratiques décidés d'en haut, sans réelle volonté politique et bientôt sans projet. Pauvreté, emploi, scolarisation, santé, sécurité publique et tranquillité, tous ces critères passés en revue font apparaître un décalage
décalage persistant et parfois croissant entre les quartiers classés zones urbaines sensibles et le reste de la ville. À ce constat statistique, j'ajoute que, personnellement cette fois-ci, que dans la pratique de la vie commune, cette idée du refus de l'exclusion n'a pas eu grand succès. Par exemple, cela n'a pas marché chez les vendeurs et trafiquants de drogue, qui n'ont pas voulu refuser d'exclure les policiers de leur territoire. Ça n'a pas marché non plus le refus d'exclure les jeunes femmes ou les jeunes parents qui accompagnent leurs enfants à l'école de l'attaque au couteau. Je ne pense pas au Canada. Je ne pense pas à l'Irlande. Cela n'a pas non plus marché chez nos politiciens qui ont autorisé d'exclure les enfants à naître du ventre de leur mère, mais refusé d'exclure les immigrés clandestins de notre territoire. Il y aurait tant d'autres exemples de cet échec du refus de l'exclusion que je pourrais y consacrer tout le temps de parole que notre président m'a donné. Bien sûr, je sais que j'ai utilisé des exemples un peu caricaturaux, mais dans la vie courante, nous n'avons pas vu le refus de l'exclusion faire florès, sauf chez les professionnels de la compassion et les politiciens avides de réélection, quoique ce thème n'a pas vraiment été porteur dans les campagnes électorales, ça se saurait. Il y a cependant deux exemples du plein succès du refus de l'exclusion. La seule différence, c'est que ce n'est pas le mantra qui a agi sur les consciences, mais le pouvoir qu'il a inculqué de force aux bons Français. Je pense à l'institution judiciaire, qui a refusé et continue à refuser systématiquement d'exclure les criminels et délinquants de la société, malgré le travail harassant de la police. Je pense au pouvoir exécutif, qui refuse obstinément d'exclure les hordes de milliers d'immigrés clandestins qui déferlent sur notre sol et qui veut même les régulariser par la loi. Ces deux exceptions notoires, il est vrai, excepté le mantra du refus de l'exclusion, n'a pas vraiment modifié les consciences ni les comportements. Alors pourquoi cet échec, malgré les discours, les plans, les politiques publiques, les rapports, les comités, les commissions, que sais-je encore? Comme nous l'avons démontré dans notre ouvrage, d'abord parce que le mythe de l'exclusion est absurde. Toute liberté implique un choix. Et tout choix, par définition, exclut des situations qui ne sont pas choisies. Lorsque deux êtres s'unissent par le mariage, par exemple, ils jurent d'exclure toute autre personne de leur relation amoureuse. Idem pour les choses. Alors, excusez-moi pour l'exemple que je vais prendre, ce n'est pas du même niveau que celui du mariage, mais lorsqu'on choisit une cravate, pour ceux qui en portent encore, on exclut celle que l'on n'a pas choisie. Comme l'écrivait Henri de Lesquen dans le chapitre final du livre, la loi de l'exclusion régit le monde des vivants. Depuis Darwin, on sait que l'évolution est le fruit de la sélection naturelle. Les formes les plus aptes finissent par éliminer les autres. L'Homo sapiens ne peut renier ses origines. Les êtres vivants dont il est exclu ont marché sur les cadavres des espèces disparues. Il est vrai que dans le domaine ontologique, ce qui est vrai dans ce domaine ontologique l'est aussi dans le domaine économique. Charles Béchet démontre dans notre ouvrage que vis-à-vis du monde extérieur, les êtres vivants sont engagés dans une compétition pour les ressources qui sont rares et qui ne le seraient pas s'il y avait une abondance absolue. Et en ce qui concerne l'espèce humaine en particulier, c'est la rareté des ressources comparée aux besoins qui n'ont pas de limite qui est le fondement de l'économie. Et cela se vérifie quel que soit le système politique, capitaliste ou collectiviste. La propriété ne peut être évacuée, car en consommant un bien, on en exclut les autres. En termes concrets, lorsqu'un homme mange une pomme, il se l'approprie définitivement et exclut tout autre homme de la consommation de cette pomme. Olivier Berès ne m'en voudra pas de prendre cet exemple, qui va parler d'économie tout à l'heure. Quel que soit le régime politique, toute communauté, que ce soit une patrie, une famille, une association, un club, un parti, repose sur la délimitation d'un dedans et d'un dehors, suppose une frontière entre ce qui est admis et ce qui ne l'est pas. Absurde, oui, mais ce mythe, il est aussi confus. Il s'attaque à l'ordre social universel. L'ordre social de tout pays et de toute obédience politique repose sur une dialectique de l'inclusion et de l'exclusion. Les grandes institutions comme la nation, la famille, le droit en général définissent des exclusions légitimes tout en condamnant d'autres formes d'exclusion qui ne le sont pas. On doit préférer, je l'ai déjà dit, sa femme et ses enfants aux autres femmes et aux autres enfants. On devrait, plus exactement dire aujourd'hui, préférer ses concitoyens aux étrangers.
La religion, quelle qu'elle soit, relie certains hommes les uns aux autres. Et ce lien privilégié en exclut les autres hommes. Les talibans et les hommes du Hamas, eux, l'ont bien compris, ça. Une société sans exclusion aucune est inconcevable. Ce serait une société sans droit et sans ordre. Puisque la nation a l'exclusivité de son territoire, il devrait être conforme à la justice, qu'elle en exclut ceux qu'elle regarde comme des intrus. Mais justement, on le verra tout à l'heure, il n'y a plus d'intrus dans le monde de l'inclusion. Non seulement, enfin, il n'atteint pas son objectif, mais au contraire, il se retourne contre ses turiféraires. Henri de Lesquen, encore lui, l'avait clairement démontré lors de notre séminaire politique. Au secours, la gauche revient lorsqu'il déclarait « Les socialistes parlent hypocritement d'une logique de l'exclusion, eux qui dressent les Français les uns contre les autres au nom de la réduction des inégalités. Ils n'ont pas de leçon à donner sur ce point. La doctrine de la lutte des classes ne voue-t-elle pas à l'exclusion tous ceux, riches ou pauvres, qui seraient du côté de la gauche ouest ?» 2000. Une dernière raison du relatif échec du mantra du refus de l'exclusion se trouve dans les mœurs du temps présent. Il y a, dans le terme même du refus de l'exclusion, quelque chose qui ne colle pas avec le vivre ensemble, avec le bisounours, avec « vous n'aurez pas ma haine ». Refuser l'exclusion, c'est en fait une posture sociale négative. Les deux mots « refus » et « exclusion » sont en quelque sorte toxiques, car ils impliquent une action de rejet qui peut aller jusqu'au conflit. Or, notre société molle refuse toute attitude conflictuelle, tout affrontement direct. Elle veut du convivial, elle veut du gentil. Alors, les spécialistes de la communication de masse ont trouvé justement un avatar au refus de l'exclusion. Mais qu'est-ce que c'est qu'un avatar ? Beaucoup d'entre vous le savent, surtout les jeunes. Vous avez sans doute à l'esprit ce film de James Cameron, Avatar. Un ancien combattant du futur, Ashirb, arrive sur une planète paradisiaque où vivent de magnifiques hominidés bleus. Par le miracle de la science-fiction, son esprit peut entrer dans le corps de l'un de ses athlètes, profiter de ses capacités physiques. L'hominidé bleu devient son avatar. Et s'ensuivent des aventures à l'américaine, où le gentil peuple bleu lutte avec l'avatar bleu du gentil handicapé blanc contre les envahisseurs blancs, spéculateurs. C'est classique, c'est américain, ça fait des millions de dollars. Plus sérieusement, le terme avait trouvé son origine en Inde, du sanskrit avatara, descente, et peut être traduit par incarnation divine. Dans l'hindouisme, un avatar est une incarnation sous forme d'animaux, d'humains, etc., d'un dieu venu sur Terre pour sauver les mondes du désordre cosmique engendré par les ennemis des dieux, les démons. Le bouddhisme tibétain utilise généralement ce terme. Par exemple, le Dalai Lama, représentant de l'école Gelugpa, est considéré comme un avatar d'Avalokiteshvara. Je suis presque arrivé à le dire. Plus proche de nous, et plus concrètement, en avatar est un personnage représentant un utilisateur sur Internet et dans les jeux vidéo. Dans le langage courant, il désigne alors le pseudonyme utilisé sur les sites Internet et les réseaux sociaux. Pratiquant le même procédé, les génies de la communication ne vont plus parler du refus de l'exclusion, mais de l'acceptation active de l'inclusion, qui devient l'avatar du refus de l'exclusion. Il faut que chaque citoyen devienne un pratiquant de la nouvelle religion sociale où l'inclusion est le bien, alors que la pratique de l'exclusion devient un péché, car elle est le mal. Comme pour le refus de l'exclusion, ce nouveau mantra a un grand prophète. Il s'appelle Thierry Tuot, conseiller d'État. Il a été chargé par le Premier ministre de l'époque d'une mission visant à refonder la politique d'intégration. En 2013, il publie un rapport sur la politique d'intégration de la France. Alors, ce rapport est à lire. Parmi ses propositions, ce rapport préconise par exemple de modifier le nom des rues afin de les renommer en écho avec l'histoire des migrations, de régulariser automatiquement les immigrés clandestins
qui qui sont en mesure de prouver qu'ils vivent en France depuis plus de 5 ans et de naturaliser tous les immigrés ayant suivi une scolarité en France. Devant la polémique engendrée par ces propositions, Thierry Tuot se défend. Son apport se limite, selon lui, au rapport qui s'intitule « La grande nation pour une société inclusive ». Et voilà, le grand mot est lâché, la société inclusive, avatar du refus de l'exclusion. Mais d'abord, de quoi s'agit-il exactement? Alors, voici la définition en quelque sorte officielle. Et vous allez voir, c'est beau comme l'antique. Alors, étymologiquement, ça vient du latin inclusio, qui veut dire paradoxalement emprisonnement. La notion d'inclusion sociale, l'inclusion est l'action d'inclure quelque chose dans un tout, ainsi que le résultat de cette action. La notion d'inclusion sociale a été utilisée par le sociologue allemand Niklas Luhmann pour caractériser les rapports entre les individus et les systèmes sociaux. L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société. 5 pierres angulaires ont été identifiées: la reconnaissance valorisée, les opportunités de développement humain, l'implication et l'engagement, la proximité et le bien-être matériel. C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, mais quelle est la différence, allez-vous le dire, entre l'inclusion et l'intégration ou l'assimilation, bien que ce soit des mots différents? L'intégration propose à ceux qui ne sont pas dans la norme de venir faire partie du groupe à la condition de se rapprocher au maximum de ce qui constitue la norme. Un modèle inclusif, comme dit plus haut, considère au contraire tout le monde comme normal. C'est donc à l'environnement de s'adapter et de se rendre accessible à tous. La logique d'inclusion implique une responsabilité collective et c'est à chacun d'œuvrer pour une société plus inclusive. Si vous avez compris ce dogme, vous avez tout compris de la politique actuelle. Vous devez considérer tout le monde comme égal et vous devez agir pour qu'il en soit ainsi. Dans la pratique, agir au quotidien. Je le répète, c'est à la société de s'adapter à toutes les différences et non plus aux individus différents de s'adapter à la société. Ainsi, la moindre rupture d'égalité ressentie est vécue, je tourne la page, comme une injustice impardonnable et un calvaire. Pierre-Antoine Plaquevent, qui sera à cette tribune, vous démontrera les mécanismes et vous montrera les joies de la société ouverte. Je n'insiste donc pas. Et pourtant, si j'insiste, au risque de me faire porter au bûcher, je voudrais tout de même citer le cas de l'inclusion des femmes dans le monde machiste et sexiste. Inutile de vous citer des exemples. Il y en a à foison. C'est une des vérités essentielles du catéchisme de l'inclusion. Bien sûr, loin de moi l'intention de critiquer les immenses progrès qui ont été faits pour donner aux femmes la place qu'elles méritent dans le monde social. Fini depuis longtemps et heureusement la trilogie bien connue des Allemands, les 3 K, Kirche, Küche, Kinder. Ça veut dire l'Église, la cuisine, les enfants. Mais aujourd'hui, l'égalité et la parité sont devenues les armes redoutables de l'inclusion féminine. Malheur à qui s'aventurerait de dénier un emploi, une fonction, un droit ou de pratiquer une quelconque discrimination à l'égard de quelqu'un du double sexe. Vous avez suffisamment d'exemples là-dessus pour que je n'utilise pas mon temps de parole déjà bien entamé. Mais je salue cette conquête majeure du féminisme, que l'on ne trouve d'ailleurs qu'en Occident, qui est d'avoir institué la chasse aux mâles blancs hétéros dont la peau vaut si cher sur les marchés médiatiques. Il se décline dans le traitement de l'immigration. Je n'insiste pas, François Baltard va vous en parler. Il se décline dans l'économie de l'entreprise. Je ne vais pas approfondir, car Olivier Mérès, qui va me succéder à la tribune, va traiter ce sujet. Mais je ne vais pourtant pas me priver, et il ne m'en voudra pas non plus, de citer quelques perles. Par exemple, le revenu de base. Le revenu de base sous condition de ressources. C'est-à-dire attribuer à tous ceux qui en ont besoin un salaire sans l'obligation de travailler en contrepartie, soit dissocier le revenu de la notion de travail.
Alors, inutile de vous dire qu'avec les aides sociales déjà existantes, ce projet risque d'aggraver le dilemme dans lequel se trouvent déjà de nombreux chômeurs, qui se demandent si, compte tenu des soutiens sociaux qu'ils reçoivent, la reprise du travail ne se fait pas à perte. Ça n'est pas une plaisanterie. Je connais des gens qui se posent la question. Je les connais personnellement. Par exemple, autre perle, dépasser le CV pour inclure. Le curriculum vitae, pour inclure. Comme l'expliquait la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Elisabeth Borne, au sommet de l'inclusion économique du 29 novembre 2021, parce que pour la ministre d'alors, la France ne peut pas se permettre de laisser une partie de sa population en dehors de l'activité économique, d'autant plus que les pénuries de main-d'œuvre sont aujourd'hui nombreuses. Il faut donc dépasser le CV pour inclure. On avait essayé le CV anonyme, manifestement, ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché. Alors on supprime le CV. À noter toutefois quelques réserves. Pour certains, le recrutement sans CV n'est pas possible pour certains métiers. Si vous prenez Eurostar pour passer la Manche ou si vous montez à bord d'un avion, demandez avant. Par exemple, rendre son entreprise inclusive au quotidien. Développer deux moyens, développer un mentorat interne pour accompagner le nouveau salarié dans son acclimatation à l'entreprise, tout en créant très tôt un lien social entre les salariés. Et celui que je préfère, créer un indice de diversité dans l'entreprise, permettant de constater les efforts faits et à faire pour l'entreprise, mesurer et se fixer des objectifs, lui permettra de progresser en la matière. Oui, vous avez bien compris. Il s'agit de vérifier, par exemple, que le taux de mâles blancs blonds aux yeux bleus est suffisant dans les effectifs. Et si, par hasard, il ne l'est pas, de corriger cette insuffisance par des embauches sans rapport particulier avec la compétence. Par exemple, dans l'écologie. Mais alors là, j'ai honte de vous avouer que les articulations mentales de l'homme âgé que je suis ne m'ont pas permis de faire le grand écart entre la lutte pour le climat et l'inclusion. Adressez-vous au ministère des Solidarités et de la Santé, qui a fait je ne sais pas combien de colloques là-dessus, et il vous expliquera comment la Convention citoyenne pour le climat va contribuer à l'inclusion active. Par exemple, dans la culture. Je ne voudrais pas clore cet inventaire un peu à la Prévert sans vous parler de ce que vous attendez sans doute, l'écriture inclusive. Trouvaille démentielle des esprits surchauffés, car trop bien nourris, trop bien soignés. Plutôt que vous en détailler le contenu, je préfère vous donner l'exemple de ce que donnerait un couplet d'une chanson de Georges Brassens dans cette forme. J'ai choisi au hasard, bien sûr, le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Oh, c'est le titre de la chanson. Oh. Je cite. Quand ils, L, sont tous 9.ve.s, quand ils, L, sont tous 9.ves, quand qu'ils, L.S, sortent de l'œuf, du cocon, virgule, TO.TE.S, les jeunes morveux.euse.s, prennent les vieux.vieilles.mec-nana pour des cons.ne.s. Plus sérieusement, cela me fait penser aux merveilleux et aux incroyables. Après la Révolution de 1789, et surtout après la terreur qui suivit, les incroyables et les merveilleux se sont signalés par la singularité et l'affectation de leur manière. Ils commencèrent à utiliser une prononciation qui faisait disparaître les R aux oreilles habituées au roulement. Ainsi, les élégants et les élégantes manifestaient leur étonnement par des superlatifs affectés, tels par exemple « incroyable et merveilleux » devenait « ma parole d'honneur, c'est incroyable », comme le gros pirate noir d'Astérix. Vous voyez, rien de bien nouveau sous le soleil. Alors je vous invite maintenant, puisque nous arrivons presque à la fin de l'exposé, je vous invite maintenant à pénétrer dans le temple des grands initiés. Alors là, concentrez-vous, recueillez-vous, l'inclusion politique et l'inclusion dans la foi catholique. Comme je ne veux ni traiter de tous les thèmes de ce colloque, parce que je gâcherai de votre plaisir, je me contenterai là encore à survoler les sujets que traiteront successivement Henri de Lesquen et Patrick Descombes. L'inclusion politique.
Le mieux est de citer celui qui sait mélanger les contraires et qui a inventé le terme de patriotisme inclusif. Dans le Figaro du 17 mars 2017, le candidat Macron écrivait ceci à propos du patriotisme inclusif. « Si les Français forment un peuple, ce n'est pas parce qu'ils partagent une identité figée et rabougrie. Le fondement de la culture française, c'est une ouverture sans pareille. C'est pourquoi le thème même d'identité ne peut être associé à celui de culture française. L'identité promue par nos réactionnaires, c'est l'invariance, la sèche continuité. La France est plus qu'une somme de communautés. Elle est cette idée commune, ce projet partagé dans lequel chacun, d'où qu'il vienne, devrait pouvoir s'inscrire. Notez bien ce membre de phrase, je le répète, cette idée commune, ce projet partagé dans lequel chacun, d'où qu'il vienne, devrait pouvoir s'inscrire. Je reprends. Ne nous laissons pas dissuader par les aigris et les rétrogrades. Regardons en face qui nous sommes, notre appartenance commune. C'est ainsi que nous pourrons faire entrer la France dans cette ère nouvelle. C'est exactement ce que disait Régis Debray dans le même Figaro du 31 mars 2019, mais à l'inverse, quand il écrivait « À force de vouloir accueillir toutes les identités, la France n'a plus d'identité. » Ou Mathieu Bock-Côté, grand connaisseur du carrefour de l'horloge par ailleurs, quand il écrivait dans le même journal des 4-5 mars 2019, je cite, « C'est moins un patriotisme pénitentiel, occupé à s'excuser d'avoir trop longtemps exclu l'autre, qu'un patriotisme viscéralement attaché à la France et à son droit à la continuité historique que semble réclamer de mille manières le commun des mortels. Si la question nationale obsède à bon droit nos contemporains, c'est que la peur de devenir étranger chez soi est devenue palpable. On ne cesse de parler d'ouverture à l'autre, mais ne faudrait-il pas demander à l'autre de s'ouvrir à nous et d'embrasser la civilisation qu'il a décidé de rejoindre? Et de fait, l'inclusion en politique, nous en voyons tous les jours les signes concrets, comme d'abord la préférence étrangère, qui se traduit par la souveraineté européenne plutôt que nationale, le patriotisme exclu, l'européisme inclus, l'ouverture des espaces européens aux immigrants illégaux, qui ont par nature le droit à l'inclusion, l'absence de résistance à la stratégie islamiste, comme ces deux exemples le prouvent, au nom de l'inclusion bienveillante. En Suisse alémanique, la commune de Windisch doit accueillir un centre pour demandeurs d'asile. Pour ce faire, 49 locataires ont dû déménager. Le 28 mars 2023, pour la première fois, la résidence officielle du Premier ministre britannique a été le théâtre d'un repas de rupture de jeûne, l'iftar pour les connaisseurs. L'appel à la prière pour la rupture du jeûne a retenti. À cette occasion mémorable, le président du Parti conservateur, parlant de l'islam comme d'une religion de paix et de sécurité, a ajouté que le ramadan était entré dans la culture et la société britannique. J'ai bien entendu choisi ces beaux exemples en dehors de notre beau pays. Cette idée est conforme à l'idée de l'inclusion. Il s'agit bien de faire en sorte que la collectivité s'adapte aux autres et non plus de demander aux autres de s'adapter à la collectivité. Sursum corda, élevons nos esprits et osons parler du paradis pour tous, de l'inclusion suprême de M. Bergoglio, pape de son État, et de sa synodalité révolutionnaire, qui a pour but de macdoiser le paradis. Venez comme vous êtes. J'ai remarqué un article de M. Michel Janva, daté du 1er août 2023, publié dans le blog Le Salon Belge, où il cite les propos du théologien suisse Martin Grichting, ancien vicaire général du diocèse de Coire. J'ai pensé qu'il valait mieux que je cite ces deux personnalités plutôt que de m'essayer à jouer le théologien que je ne suis pas. Le titre de l'article de Michel Janva est évocateur, « L'Église et l'inclusion, tous dans l'Église, au prix d'exclure Dieu ». En substance, ce théologien critique l'instrumentum valoris du synode des évêques sur la synodalité, voulu par Bergoglio, qui émet des critiques à l'égard de l'Église, laquelle refuse d'accueillir des personnes qui ne se sentent pas acceptées par elle, comme par exemple les divorcés remariés, comme par exemple les personnes vivant dans des mariages polygames, comme par exemple les personnes LGBTQ, etc. Pour ces réformateurs et leur chef, M. Bergoglio, il faudrait que l'Église se penche sur le cas de ces personnes
qui se sentent blessés par l'Église et mal accueillis par la communauté en raison de leurs différences, et trouvent les moyens de les reconnaître, de les accueillir et de ne pas les juger, de les rendre libres de poser des questions, bref, de les inclure dans la vie liturgique. Toujours pour Bergoglio et ses réformateurs, et gare aux récalcitrants, soit dit en passant, n'est-ce pas, Monseigneur Strickland, ce serait l'Église elle-même la responsable du fait que ces personnes se sentent blessées, mal accueillies ou exclues. Mais que fait donc l'Église, se demande le théologien? Elle n'enseigne rien qu'elle n'ait inventé elle-même, mais elle proclame ce qu'elle a reçu de Dieu. Donc, si certaines personnes se sentent blessées, mal accueillies ou exclues des contenus principaux de l'enseignement de l'Église, alors elles se sentent blessées, mal accueillies ou exclues par Dieu. Et le même théologien prend l'exemple de cette parole de l'Évangile, quand le Christ dit « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. » Il est curieux pour ce théologien que les responsables du synode semblent avoir oublié cette parole non exclusive de Jésus. Il poursuit en demandant si l'Église s'est trompée pendant des siècles sur l'interprétation de la parole de Dieu. Pour lui, si tel est le cas, cette thèse a de graves conséquences. Si pendant 2000 ans, l'Église s'est comportée de manière fondamentalement différente de la volonté de Dieu sur ces questions essentielles de la doctrine de la foi et de la morale, elle n'est plus digne de foi sur aucune question. Ou alors, pour aller jusqu'au bout de ce raisonnement diabolique, ne serait-ce pas Dieu lui-même qui se serait trompé? La logique voudrait alors, là c'est moi qui parle et non Martin Grichting, que M. Bergoglio organise un concile qu'il pourrait baptiser Vatican l'épilogue pour exclure Dieu de l'Église et pouvoir enfin inclure sans contrainte. Que dire de tout cela? Je pense que toute conclusion à ce stade serait hâtive, car vous n'avez pas encore entendu les autres orateurs qui vont certainement revenir et approfondir mes propos. De fait, en ces temps de bascule où toutes les références apprises et vécues depuis l'enfance sont honnies et reniées, l'heure du chaos sonne si nous ne faisons rien. Et le chaos, la confusion des hommes comme des genres, trouve dans le mantra de l'inclusion son instrument le plus efficace, le plus fertile. Chers amis, ce n'est pas seulement notre patrie qui est en danger, c'est notre univers tout entier. Nous avons volontairement ignoré le principe essentiel énoncé par Julien Freud. En politique, l'essentiel est de désigner l'ennemi. Mais l'ennemi, lui, nous a désignés. Avec le mantra de l'inclusion, tout le monde est ami, toute société doit non seulement accueillir l'étranger, mais en plus s'adapter à lui. Cette folie annihile toute idée même de patrie, de citoyenneté. Résister à l'envahisseur, c'est ignorer les bienfaits du mantra de l'inclusion. Mais ceux qui font l'objet de tant de sollicitudes sont bien là, mis en place progressivement, systématiquement, par de folles politiques migratoires. Beaucoup d'entre eux haïssent notre civilisation, renient notre mode de pensée, notre mode de vie, et ne voient en nous que les anciens colonisateurs, eux qui n'ont pas connu la colonisation. Et puis cette autre France, avec qui ils cohabitent, jouisseuse, individualiste, indifférente à ce qui ne concerne pas son égoïsme, sans autre idéal que celui de la consommation immédiate et sans contrainte. Puissions-nous, à l'issue de nos travaux, pouvoir convaincre notre jeunesse de l'ardente et urgente obligation de retrouver la volonté de s'exclure des utopies meurtrières et d'inclure son identité dans son destin. Merci.